Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Rêveries en bulles. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener au cœur de l'hiver, dans des paysages à l'inquiétante beauté que des auteurs talentueux se sont appliqués à décrire avec une élégance et un soin presque maniaques. Je ne vous parlerai pas d'un, mais bien de 2 livres, Cro-Blanc par Jack London et Un roi sans divertissement de Jean Giono. Commençons par Cro-Blanc, roman publié en 1906 par Jack London. À propos, vous saviez que Jack London n'est que le pseudonyme de l'auteur ? Il s'appelle en réalité John Griffith Chaney. Ce romancier et aventurier est né en 1876 à San Francisco et il est décédé en 1916 à seulement 40 ans à Glen Ellen. Ses 2 œuvres les plus connues du grand public sont L'Appel de la forêt et donc Cro-Blanc, le chef-d'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui. On y suit la vie du chien-loup Cro-Blanc, sa naissance, son apprentissage des dures lois de la nature, son emprisonnement par un homme peu scrupuleux, ou encore son sauvetage et son initiation à une vie plus tranquille et domestique. Cependant, l'extrait que j'ai choisi de vous narrer n'est pas centré autour du héros éponyme. Il s'agit d'un passage du tout premier chapitre du roman, dans lequel on découvre la dureté du Grand Nord. Quand j'avais lu Cro-Blanc pour la première fois, la description de ce paysage hivernal si implacable m'avait frappée. Les mots choisis vous glacent le sang, et vous pourriez presque ressentir le vent froid qui souffle dans votre cou et la neige qui tombe sans jamais s'arrêter. Alors, réchauffez-vous bien, nous voilà partis dans le Grand Nord. Chapitre 1. La piste de la viande. De chaque côté du fleuve glacé, l'immense forêt de sapins s'allongeait, sombre et comme menaçante. Les arbres, débarrassés par un vent récent de leur blanc manteau de givre, semblaient s'accouder, les uns sur les autres, noirs et fatidiques, dans le jour qui pâlissait. La terre n'était qu'une désolation infinie et sans vie, où rien ne bougeait, et elle était si froide, si abandonnée, que la pensée s'enfuyait devant elle, au-delà même de la tristesse. Une sorte d'envie de rire s'emparait de l'esprit, rire tragique comme celui du Sphinx, rire transi et sans joie, quelque chose comme le sarcasme de l'éternité devant la futilité de l'existence et les vains efforts de notre être. C'était le wild farouche, glacé jusqu'au cœur de la terre du Nord. Sur la glace du fleuve, et comme un défi au néant du wild, peinait un attelage de chiens-loups. Leur fourrure, hérissée, s'alourdissait de neige. À peine sortis de leur bouche, leur souffle se condensait en vapeur pour geler presque aussitôt et retomber sur eux en cristaux transparents, comme s'ils avaient écumé des glaçons. Des courroies de cuir sanglaient les chiens, et des harnais les attachaient à un traîneau qui suivait, assez loin derrière eux, tout cahoté. Le traîneau, sans patins, était formé d'écorces de bouleau, solidement liées entre elles, et reposait sur la neige de toute sa surface. Son avant était recourbé en forme de rouleau, afin qu'il rejetât sous lui, sans s'y enfoncer, l'amas de neige molle qui accumulait ses vagues moutonnantes. Sur le traîneau était fortement attachée une grande boîte, étroite et oblongue, qui prenait presque toute la place. À côté d'elle se tassaient divers autres objets, des couvertures, une hache, une cafetière et une poêle à frire. Devant les chiens, sur de larges raquettes, peinait un homme, et derrière le traîneau, un autre homme. Dans la boîte, qui était sur le traîneau, en gisait un troisième, dont le souci était fini. Celui-là, le wild l'avait abattu, et si bien qu'il ne connaîtrait jamais plus le mouvement et la lutte.
Le mouvement répugne Wilde, et la vie lui est une offense. Il congèle l'eau pour l'empêcher de courir à la mer. Il glace la sève sous l'écorce puissante des arbres jusqu'à ce qu'ils en meurent, et, plus férocement encore, plus implacablement, il s'acharne sur l'homme pour le soumettre à lui et l'écraser. Car l'homme est le plus agité de tous les êtres, jamais en repos et jamais las, et le Wilde est le mouvement. Cependant, en avant et en arrière du traîneau, indomptable et sans perdre courage, trimaient les deux hommes qui n'étaient pas encore morts. Ils étaient vêtus de fourrure et de cuir souple, tanné. Leur haleine, en se gelant comme celle des chiens, avait recouvert de cristallisation glacée leurs paupières, leurs joues, leurs lèvres, toute leur figure, si bien qu'il eût été impossible de les distinguer l'un de l'autre. On eût dit des croque-morts masqués, conduisant en un monde surnaturel les funérailles de quelques fantômes. Mais sous ce masque, il y avait des hommes qui avançaient malgré tout sur cette terre désolée, méprisant de sa radieuse ironie et dressés, quelque chétifs qu'ils fussent, contre la puissance d'un monde qui leur était aussi étranger, aussi hostile et impassible que l'abîme infini de l'espace. Ils avançaient, les muscles tendus, évitant tout effort inutile et ménageant jusqu'à leur souffle. Partout autour d'eux était le silence qui les écrasait de son poids lourd, comme pèse l'eau sur le corps du plongeur au fur et à mesure qu'il s'enfonce plus avant aux profondeurs de l'océan. 1 heure passa, puis une 2e heure. La blême lumière du jour, lumière sans soleil, était près de s'éteindre quand un cri s'éleva soudain, faible et lointain, dans l'air tranquille. Ce cri se mit à grandir, par saccades, jusqu'à ce qu'il eût atteint sa note culminante. Il persista alors durant quelque temps, puis il cessa. Sans la sauvagerie farouche dont il était empreint, on aurait pu le prendre pour l'appel d'une âme errante. C'était une clameur ardente et bestiale, une clameur affamée et qui requérait une proie. L'homme qui était devant tourna la tête jusqu'à ce que son regard se croisât avec celui de l'homme qui était derrière. Par-dessus la boîte oblongue que portait le traîneau, tous deux se firent un signe. Un second cri perça le silence. Les deux hommes en situèrent le son. C'était en arrière d'eux, quelque part, en la neigeuse étendue qu'ils venaient de traverser. Un 3e cri répondit aux 2 autres. Il venait aussi de l'arrière et s'élevait vers la gauche du second cri. « Ils sont après nous, Bill », dit l'homme qui était devant. Sa voix résonnait, rude et comme irréelle, et il semblait avoir fait un effort pour parler. « La viande est rare, » repartit son camarade. « Je n'ai pas, depuis plusieurs jours, vu seulement la trace d'un lièvre. » Ils se turent ensuite, mais leur oreille demeurait tendue vers la clameur de chasse qui continuait à monter derrière eux. Lorsque la nuit fut tout à fait tombée, ils dételèrent les chiens et les parquèrent au bord du fleuve, dans un boqueteau de sapins. Puis, à quelque distance des bêtes, ils installèrent le campement. Près du feu, le cercueil servit à la fois de siège et de table. Les chiens-loups grondaient et se querellaient entre eux, mais sans chercher à fuir et à se sauver dans les ténèbres. On s'y croirait presque, vous ne trouvez pas ? Que c'est frappant de voir à quel point la splendeur se mélange ainsi avec le danger. Je sens que ce contraste vous plaît beaucoup. Alors passons sans plus attendre à notre second livre, Un roi sans divertissement, écrit par Jean Giono en 1947. Jean Giono est né à Manosque en 1895 et il est décédé dans la même ville en 1970. Dans ses écrits, il attache une grande importance à la nature et prône dans ses romans une sorte d'idéal de vie rustique. Ses descriptions sont très souvent poétiques et tellement détaillées qu'elles en deviennent quasiment réelles.
C'est pour ça que son écriture m'a tellement impactée. Un roi sans divertissement, le second livre de cette rêverie en bulle, parle de meurtre, de philosophie et s'interroge sur la mince frontière entre l'homme et l'animal. Dit comme ça, ce n'est pas très joyeux, mais c'est diablement bien raconté. Et puis, le livre est truffé de métaphores, d'interprétations symboliques et autres doubles sens tous plus fascinants les uns que les autres. Il y a vraiment de quoi se creuser les méninges. Je dois étudier ce livre pour ma 2e année de licence universitaire, et j'ai rapidement su qu'il allait de suite me plaire. En sera-t-il de même pour vous ? Je vous pose rapidement le contexte de l'extrait que j'ai choisi de vous lire. Frédéric II, le propriétaire d'une scierie de village, a été témoin d'un meurtre. Ayant vu l'homme qui a commis le crime, il décide de le poursuivre, de le traquer pour découvrir son identité. Et vous allez le voir, on ressent, à travers les descriptions de la forêt, ce climat hivernal et ce même mélange entre angoisse et admiration qu'on avait pu trouver chez Jack London. Frédéric II gardera de cette poursuite un souvenir renard. Quand il parlera du pays derrière l'Arca, il en parlera comme Colomb devait parler des Indes orientales. Sa vision des choses était ordonnée autour de nouvelles nécessités. Il a vu les arbres par rapport aux troncs qui pouvaient le cacher, placés plus ou moins judicieusement derrière l'homme, permettant plus ou moins facilement d'avancer dans la poursuite. Il dira combien il y avait de couverts et de découverts dans les vallons, les combes, les pentes, et de quelle façon ces couverts et ces découverts s'emmanchaient. Les pointes de bois dans lesquelles il pouvait faire un peu de route au trot, les clairières dont il devait contourner les lisières en se coulant derrière les troncs de sapin, les espaces libres au bord desquels il était obligé d'attendre longuement avant de s'engager, pendant que de la neige, du silence, du noir des ramures et même de lointaines odeurs anisées d'écorces humides qu'il était tout étonné de comprendre, lui venaient d'étranges enseignements qu'il était obligé d'interpréter tout de suite et d'utiliser sur le champ. Il ne dira pas que, maintenant qu'il était bien certain que l'homme ne regardait jamais derrière lui, il ne pensait plus du tout au visage glacé de Dorothée. C'était vieux comme les morts de Jeanne d'Arc ou de Louis XVI, auxquels, depuis le temps, il y a des milliers de complices qui profitent paisiblement des conséquences. L'homme traversa un bois, descendit dans un val, remonta l'autre pente, longea une crête, traversa un autre bois plus étendu que le premier, qui couvrait 2 vallons pleins de taillis, dans lesquels l'homme démêlait paisiblement sa route. Il prit par le travers d'une longue montée et il arriva sur un chemin forestier. Il se mit à le descendre. Peu à peu, il laissa derrière lui les bois de mélèze, les bois de sapin, les bois de hêtre, les bois de rouvre, rentra des saules, des peupliers, puis des haies qui émergeaient à peine de la neige, puis des champs ondulés. À 200 mètres derrière l'homme, Frédéric II s'arrêta brusquement. À 1/4 de lieue devant l'homme, il y avait là-bas une ferme clignant d'une fenêtre sous un lourd béret blanc. Une petite plume de fumée bleue montait des toits épais. Frédéric II dira « J'ai pensé tout de suite ». Il ne dira vraiment pas à quoi il a pensé, car c'est ici qu'il a fallu se dépouiller d'une peau de renard qui était presque une peau de loup. Il est resté, souffle coupé, un long moment à attendre que revienne l'accord avec le toit et la fumée, pendant que l'homme, qui ne fait pas tant d'histoire, descend, passe à côté de la ferme et continue à descendre. Maintenant, le chemin est une petite route sur laquelle il y a des traces de traîneaux. Elle tourne à travers les champs de neige, quadrillés de barrières, de courtils. Les pointes humides de 2 ou 3 rangées de hampes de maïs émergent comme des poils de barbe. Une odeur de soupe, de suie et de fumier de cheval. L'homme disparaît derrière un épaulement qui doit être une prairie en pente. Cette fois, Frédéric II prend le pas de course.
C'est ainsi qu'il tombe tout à coup sur un village, dans lequel l'homme est en train d'entrer. Frédéric II dira exactement ce qu'il a pensé et ce qu'il a fait. Mais ils suivent paisiblement la rue, l'un derrière l'autre. La rue qui doit s'appeler la Grande Rue, car ce village est plus conséquent que le nôtre. Il y a 3 épiceries, un tabac, une quincaillerie, et ces magasins ont des vitrines derrière lesquelles on voit les gens sous les lampes, dans des rangées d'arrosoirs, de cadenas, de cordes à chiquer et de pots de moutarde. Si l'homme sautait sur quelqu'un, d'un cri que Frédéric pousserait, il y aurait 20 personnes dehors. Mais l'homme, après la grande rue, traverse la place de l'église. Il entre dans une autre rue, très belle et très propre, large. Les maisons sont cossues. Il s'est simplement dirigé vers une de ces maisons, de son pas de promeneur, comme s'il venait de prendre l'air, du même pas qu'il avait ce matin en quittant le hêtre, et qu'il a tenu tout le long. Il frappe avec le poing la porte d'une de ces maisons, et, pendant qu'on vient lui ouvrir, il racle la semelle de ses bottes sur le racloir. Et puis il entre, et sur le seuil, il a dénoué de son cou un cache-nez très humain. Midi sonnait. Frédéric II a dépassé la maison comme si de rien n'était, et, derrière la vitre de la fenêtre, il voit une suspension allumée, car le temps est noir. Sous la suspension, il doit y avoir la table mise. Il est allé s'asseoir sur un butoir dans l'encoignure d'une porte de grange. Le clocher a très vite sonné 1 heure. Un petit garçon est sorti de la maison, est parti en courant vers la place de l'église. Il revient. Il rapporte un cornet de tabac. Il doit y en avoir au moins 4 sous. Alors Frédéric II pense à la pièce de 5 sous qu'il a la précaution de toujours tenir dans le gousset de son gilet. Si elle y est, ça va bien. Il tâte et elle y est. Depuis l'entrée de cette rue large aux maisons cossues, il compte 1, 2, 3, 4 maisons. Celle de l'homme est la 5e. Il recompte soigneusement. C'est bien la 5e. C'est la seule d'ailleurs qui a 2 fenêtres de rez-de-chaussée, une de chaque côté de la porte. Après ça, Frédéric II s'en va, car il a 2 choses à faire. Savoir le nom du village. Ici, qu'est-ce que c'est? Et manger un bout de pain. Depuis ce matin, il n'a que son café dans le ventre. Le nom du village, le plus simple, c'est d'aller à la mairie, car il ne va pas entrer au café et demander « Qu'est-ce que c'est ici ?» D'habitude, quand on va quelque part, on sait où on va. À la mairie, dans le couloir, il n'a pas besoin d'aller plus loin. Il y a l'affiche d'une adjudication de coupe, mairie de Chichiliane. Et maintenant, auberge des minimes? Non, auberge des minimes, 5 sous. Non, une boulangerie où il achète 2 sous de pain et le café de la place où il demande 2 sous d'eau de vie dans laquelle il trempe son pain. Il faut rentrer le plus vite possible et voir Langlois. 4 lieues, le temps reste sec. 4 heures, bon poids. Il démarre. Et le temps est tellement sec qu'il y a 2 ou 3 types dans les rues qui doivent aller à des étables, à des bûchers. Au coin de la place de l'église, où d'un côté prend la route de Clel et de l'autre juste la rue de l'Homme, il croise un de ces types. Alors il lui demande « Dites, cette maison là-bas ?» Ils font quelques pas de côté pour bien la voir. « La 5e, celle qui a 2 fenêtres. Vous savez qui est-ce qui y reste ?» On lui répond « Oui, oui, c'est Monsieur V. » Vraiment, ce passage vous donne des frissons parce qu'il vous tient en haleine. Dans ces 2 textes, on voit que les descriptions sont d'une grande brutalité. Tout y est sombre, froid, lugubre. On parle même de la mort à plusieurs reprises. En bref, rien qui n'inspire la joie ou la sérénité. Et pourtant, quelque chose de fascinant s'en dégage, une esthétique, une sorte d'harmonie inexplicable qui nous pousse à nous accrocher au texte, à ne pas le quitter des yeux, ou des oreilles, pour ceux qui ne le verraient pas. Au final, le livre, c'est un peu comme dans la vraie vie. Dans la dureté,
on trouve toujours de la beauté et c'est elle qui fait naître la positivité. Je vous laisse méditer là-dessus. Soyez curieux, restez à l'écoute et on se retrouve bientôt.